RDC. Qui contrôle Goma aujourd'hui? La vérité sur les FARDC, les RDF et le M23. Cette vidéo explore les événements tumultueux qui secouent Goma, une ville clé de la République démocratique du Congo, RDC. Qui contrôle réellement cet emplacement stratégique? Quel rôle jouent les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, les forces de défense du Rwanda, RDF, et les rebelles du M23 dans cette crise croissante? Préparez-vous à des analyses exclusives et des mises à jour cruciales sur cette situation marquée par de violents combats, une désinformation généralisée et une implication internationale croissante. De l'entrelacement complexe des alliances et des tensions au coût humain du conflit, nous dévoilerons les vérités cachées et vous aiderons à comprendre les enjeux de cette confrontation dramatique. Restez connectés pour démêler les réalités derrière les gros titres et saisir les implications plus larges de ce conflit pour la région et au-delà. La République démocratique du Congo, RDC, est à nouveau confrontée à l'une de ses crises les plus turbulentes, alors que Goma, une ville clé dans l'est du pays, devient le point central du conflit. Longtemps marquée par l'instabilité, la ville est assiégée, alors que diverses forces se disputent son contrôle. Ce rapport plonge profondément dans les couches complexes du conflit en cours, en se concentrant sur le rôle du groupe rebelle M23, des FARDC, Forces armées congolaises, de l'implication du Rwanda et de l'impact sur les populations locales. Goma a historiquement été un point chaud dans la région instable de l'est de la RDC, où des ressources telles que l'or, le coltan et l'étain attirent des acteurs étrangers et locaux. L'émergence du M23, un groupe rebelle principalement composé de combattants Tutsis, remonte à 2012. Le groupe prétend lutter contre la discrimination et protéger ses communautés, mais ses détracteurs affirment qu'il agit comme un proxy pour les intérêts géopolitiques du Rwanda. En 2012, le M23 a brièvement capturé Goma, un événement traumatisant qui a mis en évidence la faiblesse des FARDC et l'efficacité limitée des efforts de maintien de la paix internationaux. Bien qu'un accord de paix ait été signé en 2013, le groupe a refait surface en 2021, ravivant la violence et déstabilisant la région. À ce jour, la question de savoir qui contrôle Goma reste centrale. Les rapports indiquent que le contrôle de la ville oscille entre les FARDC et le M23. La situation est fluide, avec des gains et des pertes territoriaux se produisant en l'espace de quelques heures. Les FARDC auraient repris des zones clés de la ville, y compris l'aéroport et plusieurs quartiers stratégiques. Cependant, le M23 continue de défier leur emprise, en s'appuyant sur des renforts extérieurs supposément fournis par le Rwanda. Des témoignages suggèrent que la stratégie du M23 inclut la diffusion de fausses nouvelles et d'images truquées pour démoraliser les forces congolaises et manipuler les perceptions internationales. Pendant ce temps, les FARDC, bien que sous-équipés, ont montré une résilience et une détermination à protéger Goma. L'implication du Rwanda a encore compliqué le conflit. Des accusations contre Kigali incluent un soutien militaire au M23, ce que le gouvernement rwandais dément. Des rapports faisant état de renforts traversant le lac Kivu et d'attaques coordonnées donnent du crédit à ces affirmations. L'intérêt du Rwanda dans la région est lié à son accès aux richesses minières de la RDC et à ses efforts pour contrer les menaces perçues de groupes armés comme les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda. Les tensions diplomatiques ont escaladé
alors que le président congolais Félix Tshisekedi accuse le Rwanda de violer la souveraineté de la RDC. Les efforts de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, et de la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, pour servir de médiateurs, ont donné des résultats limités, Kigali et Kinshasa restant ancrés dans leurs positions respectives. L'impact du conflit sur la population civile de Goma est dévastateur. Pendant 4 jours consécutifs, les habitants ont été confinés chez eux au milieu de bombardements et de tirs intenses. Les réserves de nourriture et d'eau s'épuisent et les hôpitaux sont débordés. Les rapports les plus alarmants indiquent que des bombes tirées depuis le territoire rwandais ont frappé des zones civiles, y compris un hôpital, provoquant des victimes et une panique généralisée. La guerre de l'information est devenue un aspect majeur du conflit. Le M23 a été accusé d'inonder les réseaux sociaux de fausses images et vidéos, offrant une vision déformée de leur contrôle sur Goma. Ces efforts visent à démoraliser la population congolaise et à saper la confiance dans les FARDC. Les activistes et les médias congolais ont intensifié leurs efforts pour contrer cette désinformation. Les analystes avertissent que la prévalence des fausses nouvelles risque d'obscurcir la vérité et de compliquer l'intervention internationale. La transparence et un reportage factuel sont essentiels pour comprendre les réalités sur le terrain. La réponse de la communauté internationale à la crise de Goma a été mitigée. Alors que certains pays ont condamné le M23 et appelé à des cessez-le-feu immédiats, d'autres sont restés silencieux, reflétant leurs intérêts géopolitiques dans les ressources de la région. Les protestations à Kinshasa ont visé les ambassades occidentales, les accusant de complicité avec les actions du Rwanda. Les États-Unis, par exemple, ont été critiqués pour leur prétendue indulgence envers le Rwanda. Les manifestants à Kinshasa rappellent qu'en 2012, le président américain Obama avait exhorté le président rwandais Paul Kagame à se retirer de Goma, un appel qui avait finalement conduit à la libération de la ville. Les activistes exigent désormais une pression similaire pour résoudre la crise actuelle. Malgré le scepticisme quant à ses capacités, les FARDC ont fait preuve d'une remarquable détermination à défendre Goma. Les soldats ont maintenu leur position dans des circonstances difficiles, avec des renforts et des approvisionnements limités. Le soutien public aux FARDC augmente alors que les citoyens reconnaissent leur sacrifice. Cependant, des questions subsistent quant à la stratégie du gouvernement congolais. Les critiques soutiennent que l'administration du président Tshisekedi a été lente à s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la mauvaise gouvernance, la corruption et la prolifération des groupes armés. Les appels à une stratégie globale, combinant action militaire et efforts diplomatiques, se font de plus en plus pressants. Le conflit de Goma n'est pas un événement isolé, mais fait partie d'une crise régionale plus large. La région des Grands Lacs a longtemps été un foyer de conflits transfrontaliers alimenté par des griefs historiques et la compétition pour les ressources. L'implication des pays voisins, dont l'Ouganda et le Burundi, complique encore davantage la dynamique. Les organisations régionales, comme l'Union africaine, UA, et la SADC, ont tenté de jouer un rôle de médiation, mais les intérêts divergents parmi les États membres ont entravé leurs efforts. Une approche régionale coordonnée est nécessaire pour résoudre les problèmes sous-jacents et prévenir les conflits futurs. Plusieurs défis clés doivent être relevés pour parvenir à la paix à Goma et dans l'ensemble de la RDC. Tout d'abord, la communauté internationale doit faire pression sur le Rwanda pour qu'il cesse son soutien présumé au M23. Ensuite, le gouvernement congolais doit renforcer ses structures militaires et de gouvernance pour reprendre le contrôle de son territoire. Enfin, les pourparlers de paix
doivent inclure toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales, pour garantir des solutions durables. Aborder la crise humanitaire est tout aussi crucial, car ignorer les besoins des civils risque de nourrir davantage de ressentiment et d'instabilité. La crise à Goma reflète l'interaction complexe des dynamiques locales, nationales et régionales en RDC. Bien que la résilience des FARDC offre un espoir, les défis restent immenses. La communauté internationale doit agir de manière décisive pour soutenir les efforts de paix et tenir responsables ceux qui perpétuent la violence. Une information précise et une action coordonnée sont essentielles à mesure que la situation évolue. Après des décennies de souffrance, les habitants de Goma et de la RDC méritent la paix et la stabilité. Le chemin est difficile, mais une volonté collective rend un avenir plus lumineux possible. Et de la situation en RDC, on continue à en parler avec Sonia Rollet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne correspondante en RDC, journaliste à Reuters. Est-ce que l'on sait à l'heure actuelle quelles sont les réelles intentions du M23 en rentrant dans Goma ? Alors, les intentions du M23 en rentrant en Goma, il y a Corneille Nangaa qui maintenant est, disons, la voix politique du M23 avec l'Alliance Fleuve Congo, qui dit qu'il n'est pas tellement intéressé par Goma ou même par Bukavu, qu'il est plutôt intéressé par Kinshasa. C'est-à-dire que le M23 version, on va dire, 2025, est plutôt sur une ligne d'avoir un discours national. Alors évidemment, il y a toujours une partie des revendications locales qui existaient déjà dans ce mouvement. Vous vous souvenez que c'était un mouvement qui avait déjà attaqué en 2012-2013 oui. Et qui voulait à l'époque la réalisation d'un accord précédent encore entre une ancienne rébellion et le gouvernement et qui n'avait pas été appliqué et qui aussi était très en défense d'une communauté. Alors cette défense de la communauté, par exemple des Tutsis, ou alors même maintenant il parle de la question des Banyamulenge au sud Kivu ou des Ema en Ituri, qui sont des communautés proches. Ils ont toujours ce discours de défense des communautés, mais maintenant, avec une figure comme Corneille Nangaa, ils sont beaucoup plus sur un discours de l'ordre plus politique, de dire qu'il faut renverser le régime, reformer l'État. Est-ce que le M23, bras armé de Corneille Nangaa, suivra la ligne de Corneille Nangaa ? Oui. A priori, ils sont quand même sur la même ligne. On est vraiment sur... Après, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire ? C'est plutôt ça. Il y a ce qu'ils disent et puis après, il y a ce qu'ils seront capables de faire. Aujourd'hui, en entrant dans Goma, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi. Parce que par le passé, quand ils avaient pris Goma, il y avait eu, disons, des tensions, il y avait eu des sanctions, il y avait eu des termes plus durs envers le Rwanda, qui déjà à l'époque était accusé de soutenir le M23. C'était un peu pareil quand ils avaient tenté avec une précédente rébellion de prendre Bukavu. Il y avait aussi des réactions qui étaient très dures de la communauté internationale. Donc c'est vrai que pendant tout un temps, beaucoup pensaient qu'ils n'allaient pas prendre Goma, que c'était peut-être trop compliqué. C'est un hub humanitaire, on l'a dit, il y a beaucoup de déplacés qui sont là, des centaines de milliers qui se déplacent déjà d'ailleurs. Il y a aussi la MONUSCO, il y a la SAMI RDC, il y a des troupes burundaises, il y a cette société. Et d'autres équipements militaires, et bien en face on a aussi un M23 et surtout le Rwanda, et c'est pour ça qu'il est d'autant plus visible aujourd'hui, c'est ce que nous dit le groupe d'experts, c'est avec tous ces équipements qu'ils amènent dans cette lutte, et notamment l'anti-aérien, les drones également, et qu'on a vu encore intervenir aujourd'hui à Goma. Et ce qui fait que la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup plus de blessés, de morts, et notamment le CICR me le disait tout à l'heure, beaucoup plus de blessés sur des explosions. On n'est plus sur des blessures par balles qui pourraient être liées à des Kalachnikov. Là on est sur